Votre point de vue sur ce qui se passe avec Vladimir Poutine est un peu différent, je dirais, parce que vous m'avez dit que Poutine traverse une sorte de crise de confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et comment vous comprenez la situation actuelle de la guerre en Ukraine? Et pourquoi vous la décrivez de cette façon? On sait que d'un côté, Vladimir Poutine pense, ou plutôt il a autour de lui des gens comme Kirill Dmitriev. Je ne sais pas s'il y a des négociations en cours entre les deux camps, mais s'il y en a, c'est lui qui en est responsable. Et de l'autre côté, il y a Lavrov, qui a sa propre lecture de la situation. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez votre compréhension de ce qui se passe avec Vladimir Poutine et comment lui, il perçoit la guerre. Merci pour la question. D'abord, ce n'est pas mon interprétation. J'essaye simplement de rapporter fidèlement ce que me disent mes sources dans différents secteurs du gouvernement et de l'élaboration des politiques à Moscou. De plus en plus, elles expriment clairement ce qu'elles pensent. Commençons par l'opinion publique. L'attaque de Starobelsk contre le dortoir, qui a tué 21 jeunes femmes et leurs professeurs et blessé plus de 4 personnes, a déclenché, selon le calcul ukrainien, l'idée que l'opinion publique en Russie deviendrait moins favorable au président et que cela entraînerait une perte croissante de confiance envers Poutine à l'approche de l'élection. Celle-ci se tiendra sur plusieurs jours, à la mi-septembre. D'ici le 21 septembre, nous aurons une nouvelle composition du Parlement. Et le soutien aux partis d'opposition, le Parti communiste, le Parti libéral-démocrate et d'autres formations, est en train de croître au détriment du parti au pouvoir. Maintenant, si on regarde l'opinion publique, ce qui s'est passé, c'est l'inverse du calcul ukrainien. En fait, les derniers sondages réalisés par le Centre Levada, entre le 20 et le 28 mai, montrent une hausse du soutien populaire à une escalade contre le régime ukrainien et à l'idée d'en finir rapidement avec la guerre. C'est ce que pense l'opinion publique. D'un autre côté, le président Poutine explique que sa riposte après Starobelsk concernait l'Ereshnik. Mais qu'a-t-il dit, le président Poutine, lors de sa conférence de presse? Il a minimisé ce que l'opinion publique voudrait qu'il fasse. Pourquoi a-t-il dit ça? Que l'Ereshnik ne visait rien du tout, ni les centres de décision, ni une escalade systématique et cohérente contre les structures ukrainiennes de commandement, de contrôle ou de direction militaire. Il a dit, au contraire, que l'Ereshnik avait été tiré pour être testé avec une précision mathématique sur la façon dont les ogives réagissaient à l'impact. Autrement dit, il a minimisé ce que l'opinion publique cherchait à comprendre ou à obtenir. Voilà pour l'Ereshnik. Prenons d'autres exemples. L'opinion publique, ce n'est pas moi qui le dis. Depuis des années, je rapporte ce que les oligarques russes ont fait pour réduire le contrôle de la Russie sur ses propres ressources. Et l'opinion publique est très claire. Les Russes détestent les oligarques. Ils soutiennent l'armée russe. Le soutien populaire, qui reste stable pour le président Poutine, est directement lié au succès de l'armée russe sur le champ de bataille. Mais les oligarques sont perçus comme des ennemis. Et depuis une semaine environ, l'opinion publique russe voit de plus en plus la Russie confrontée à une escalade de la guerre, venant des États-Unis et des puissances de l'OTAN. Alors, si les oligarques sont vus de cette manière, avec autant de méfiance et de défiance dans l'opinion, je ne révèle rien de nouveau. Mais dans ce cas, pourquoi le président Poutine a-t-il envoyé un oligarque, Roman Abramovich, pour négocier avec le régime de Zelensky, avec Zelensky lui-même? Pourquoi a-t-il fait ça? Il l'a expliqué autrement lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, à la fin de la semaine dernière, à Saint-Pétersbourg. Il n'a pas cité le nom d'Abramovich. C'était aux Ukrainiens de le faire.
Mais le président Poutine a dit que l'homme d'affaires qui s'est rendu là-bas était digne de confiance et honorable. Or, personne dans l'opinion publique en Russie ne pense ça de Roman Abramovich. Quand Zelensky a rapporté les détails de la négociation avec Abramovich, il est apparu clairement qu'Abramovich avait reçu un mandat du président pour négocier plusieurs points. Zelensky les a tous rejetés. Et ce refus a transformé Abramovich en boomerang, en une attaque contre le président Poutine et contre la stratégie de négociation russe. Tout cet épisode rappelle et doit rappeler, et rappelle effectivement aux Russes, aux analystes, aux gens comme moi, journalistes, et si cela surprend notre public, alors il faut que notre public comprenne que les Russes voient les choses autrement. Abramovich avait reçu de la part du président Poutine le rôle principal lors des premières négociations d'Istanbul en mars et avril 2022. Les Turcs le traitaient dans la salle de négociation comme s'il avait un rang plus élevé que la délégation officielle russe. Abramovich a échoué dans son rôle de négociateur au nom de l'État russe. Il est évident qu'il a surtout négocié pour lui-même afin de se protéger, lui et ses biens, contre les sanctions américaines. Le public n'a aucune confiance en Abramovich. Alors, pourquoi l'a-t-on envoyé? Ce n'a pas pu être une initiative personnelle. En politique, en diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Mais Abramovich n'est pas le seul oligarque que le président utilise. Kirill Dmitriev, tu l'as mentionné, Nima. Ceux qui doutent qu'il y ait une crise de confiance autour du président Poutine devraient se demander quelle confiance, vous les sceptiques, accordez-vous à Dmitriev. Dmitriev affirme qu'il est en contact permanent avec Witkoff et Jared Kushner, qu'il négocie avec eux au téléphone. Il suffit d'aller voir son compte Twitter. Certains jours, il publie presque un nouveau message chaque heure. En ce moment, il est convaincu que le gouvernement britannique est sur le point de tomber et qu'il va y avoir une révolution au Royaume-Uni. Il pense que la même chose est en train de se produire en Allemagne. Sa compréhension de l'Europe est complètement erronée. Mais laissons ça de côté. Son vrai rôle, c'est de représenter les intérêts des oligarques russes au nom du président Poutine, en négociant avec Trump directement avec Witkoff. Ensuite, Witkoff et Kushner, après avoir raccroché avec Dmitriev, appellent Zelensky. Tout ça est public, je n'invente rien. Et là, on en vient à la question, la vraie crise de confiance. D'un côté, qu'est-ce qu'on a obtenu si le président Poutine envoie un oligarque à Kiev? Rien. C'est même négatif. Ça affaiblit la crédibilité du président Poutine. Deuxièmement, qu'est-ce que Kirill Dmitriev a obtenu en négociant avec les Américains sur l'Ukraine? Je dirais, et l'opinion publique russe dirait la même chose, le Conseil de sécurité aussi. Et comme vous l'avez rappelé, le ministre des Affaires étrangères Lavrov l'a dit, il n'a rien obtenu. Alors, pour conclure cette réponse un peu longue, parlons de ce qu'on appelle la formule d'anchorage. Et j'invite notre public, surtout ceux qui doutent de ce que j'essaie de rapporter ici, à lire les 2 derniers articles publiés sur Dance with Bears. Vous y verrez en détail ce que disent Poutine, Lavrov, Dmitriev, Abramovich et même Zelensky. Alors, que voulait dire le président Poutine l'autre jour quand il a parlé de la formule d'anchorage? Il a déclaré lors de la conférence de Saint-Pétersbourg, et le rapport du Kremlin mentionne des applaudissements, qu'il était reconnaissant envers Donald, le président Poutine le nomme directement pour ses efforts depuis Anchorage. Mais qu'était donc cette formule d'anchorage, telle que Poutine l'a expliquée? Eh bien, selon lui, le président Trump aurait proposé que les États-Unis garantissent la sécurité de la Russie en Europe pour l'avenir. C'est un engagement énorme, et le président Poutine y a cru dès le mois d'août, et il appelle cela la formule d'anchorage.
La Maison-Blanche n'a jamais utilisé le terme « formule d'anchorage ». Depuis, qu'est-ce qui a été accompli? Quelle preuve a-t-on que Trump peut être digne de confiance pour garantir la sécurité de la Russie en Europe? La réponse, c'est qu'aucun responsable russe, ni public, ni gouvernemental, ni des services de renseignement, ni de l'état-major, ni parmi les planificateurs militaires que je connais, ne croit, en privé comme en public, que les États-Unis aient fait quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, pour paraître crédible dans la promesse d'une garantie de sécurité à la Russie en Europe. Au contraire, on a simplement vu Trump intensifier son action en Arménie. Trump a soutenu l'élection de Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, qui a été élu dimanche avec presque 50% des voix. La presse occidentale anti-russe affirme que la Russie est intervenue dans cette élection, mais elle ne mentionne pas que Trump l'a fait aussi. Oui, la Russie est soutenue par 2 partis arméniens lors de l'élection de dimanche, face aux 50% de Pachinian. Kocharyan et Karapetyan ont obtenu environ 33%. Karapetyan est, je crois, dans les 20%. Kocharyan dans les 10%, donc à peu près 33% pour les partis dits pro-russes. Samvel Karapetyan a fait fortune à Moscou, une fortune de plusieurs milliards de dollars. Il est revenu en Arménie et se trouve actuellement en résidence surveillée. Le résultat de l'élection a été truqué, sans aucun doute, par les Américains, et ils ont gagné. Pour le peuple arménien, le président Poutine a proposé, dans plusieurs longs discours détaillés la semaine dernière, toute une série d'incitations économiques. Il n'a pas évoqué ce que la plupart des Russes que je connais considèrent comme une évidence. Les États-Unis chercheraient à transformer l'Arménie en une nouvelle plateforme ukrainienne pour attaquer la Russie et démanteler la Fédération de Russie à partir du Caucase. Et si ça, ce n'est pas une preuve claire du vrai plan de Trump concernant la Russie sur le front sud. Tu le sais très bien, Nima, et tout notre public le sait aussi. Les États-Unis ont une intention bien précise vis-à-vis de l'Iran sur ce front sud de la Russie. Si on regarde la guerre contre l'Iran du point de vue russe, c'est évident que Trump ne cherche pas seulement à changer le régime iranien, mais à détruire l'Iran en tant qu'État indépendant. D'accord? Alors, si tu crois, comme les oligarques russes veulent le croire, comme Kirill Dmitriev l'affirme, et comme le président Poutine lui-même l'a déclaré la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, devant des hommes d'affaires internationaux, que lui, le président Poutine et la Russie pensent que Trump offre une garantie permanente pour la sécurité de la Russie en Europe à l'avenir, eh bien, que montre vraiment l'expérience? Elle montre exactement le contraire. Alors, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et je vais le citer, comme ça, les sceptiques qui ne veulent pas me croire pourront s'adresser directement à lui. Lavrov, d'ailleurs, a un père arménien, et il sait très bien comment les choses fonctionnent en Arménie. Citons donc Lavrov, et ensuite je me tais. Citation. « Si l'on parle, dit Lavrov, des négociations qui ont eu lieu il y a presque un an, en août 2020, à Anchorage, le président Vladimir Poutine, faisant preuve d'un esprit de compromis, a accepté une proposition absolument précise du président Trump. C'est ainsi que les négociations se sont terminées. J'espère vivement que l'expérience des échecs passés, quand l'Occident a refusé d'appliquer les accords qu'il soutenait pourtant, ne se répétera pas pour l'accord conclu en Alaska. Mais voilà le problème. Jusqu'à présent, malheureusement, dit Lavrov, nos partenaires américains n'ont montré aucun intérêt pour cela. Nous sommes d'ailleurs préoccupés par la déclaration du secrétaire d'État Blinken, qui a récemment affirmé lors d'une audition au Congrès que les États-Unis ne pouvaient pas agir comme médiateurs puisqu'ils soutiennent l'Ukraine. Donc, il m'est difficile de commenter les perspectives de négociation.
Et cette même phrase a été reprise par Vassili Nebenzia, l'ambassadeur russe à l'ONU, ces dernières heures. Voilà la situation. Quand une affaire est rendue aussi publique que Lavrov et Nebenzia l'ont fait, il n'y a pas de formule d'encourage. Il n'y a pas de confiance envers les Américains, ni envers l'administration Trump, pour garantir la sécurité de la Russie en Europe. Et si on prend l'exemple du cas arménien, une nouvelle escalade des États-Unis sur un autre front, sans même parler du réarmement de l'Allemagne, du déploiement d'armes nucléaires en Finlande, et ainsi de suite. Sans même mentionner ces actions américaines, eh bien, il y a une crise de confiance que le président Poutine ne semble pas reconnaître. Il ne comprend pas ou ne veut pas admettre publiquement que l'opinion publique, l'armée, le Conseil de sécurité et le ministère des Affaires étrangères ne croient pas à la formule d'encourage. Aucun d'eux ne pense qu'envoyer des oligarques ayant des intérêts économiques aux États-Unis pour négocier au nom de la Russie soit une idée patriotique, nationale, ni même réaliste. John, est-ce qu'on sait s'il existe une différence au sein de l'administration Poutine entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie et, disons, certaines parties du gouvernement qui essaient d'engager une forme de négociation avec les États-Unis? Et est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, une différence à l'intérieur de l'administration? Peut-être, je ne sais pas, si Lavrov soutient cette approche. Tu as mentionné que certaines personnes en Russie demandent à l'administration d'intensifier la guerre, de la terminer sur le champ de bataille, plutôt que par des négociations ou des discussions de ce genre. Qui, dans l'administration Poutine, soutient cette position? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Qui soutient l'idée qu'il faut gagner la guerre sur le champ de bataille, plutôt que de négocier avec l'administration Biden ou avec qui que ce soit du côté occidental? Eh bien, pour commencer, le dernier sondage d'opinion montre. Non, je parle des gens au sein de l'administration. Je sais que le public soutient ça. D'accord. Donc, en gros, ce qu'on a sur le plan des factions, c'est qu'autour du président Poutine, on trouve notamment le ministre des Finances, Anton Siluanov, qui est maintenant chargé du budget pour le nouvel an. La Russie fonctionne avec un cycle budgétaire annuel, un peu comme les États-Unis. Et en tant qu'ancien responsable du bureau de la gestion et du budget américain, je sais comment ce cycle marche. Ce cycle doit d'ailleurs fonctionner à peu près de la même façon dans tous les pays. C'est le cas aux États-Unis, où l'on approche de la révision d'automne, le moment où le gouvernement doit décider, avec l'ensemble des agences et le bureau du budget, quelles sommes seront dépensées pour l'année prochaine. C'est un moment très difficile, et il coïncide aussi bien en Russie qu'aux États-Unis, avec une période électorale où les électeurs deviennent de plus en plus hostiles aux politiques des dirigeants en place. Alors, sur le plan budgétaire, ce que Siluanov vient de révéler, c'est que le ministère des Finances a indiqué que pour l'année prochaine, pour le budget de l'an prochain, il faudra faire un choix présidentiel. Soit augmenter les dépenses de défense, militaire et de sécurité, soit réduire le déficit budgétaire en diminuant ses dépenses militaires. Ou bien, si la Russie veut augmenter ses dépenses militaires, il faudra le faire au détriment du bien-être social, de la santé, du secteur médical, de l'éducation, des aides aux entreprises sous forme de prêts subventionnés et d'autres avantages, des subventions à l'agriculture, et ainsi de suite. En d'autres termes, le ministère des Finances dit « Choisissez maintenant. Choisissez d'augmenter les dépenses militaires pour terminer la guerre et protéger la Russie contre ses agresseurs. Si vous voulez faire ça, il faut équilibrer le budget. C'est leur principe.
Le budget doit être équilibré, donc il faut réduire les dépenses sociales. Dire ça au début d'une campagne électorale serait suicidaire pour la plupart des politiciens. Mais le ministère des Finances défend cette ligne. Réduire le budget, même si cela se fait au détriment du social, pour préserver les dépenses militaires. Cette même logique est reprise, comme on l'a déjà souvent entendu, par la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina. Sa politique, ce n'est pas seulement de limiter le déficit budgétaire, mais de le réduire. Comme si la Russie fonctionnait sur une entreprise qui doit baisser ses coûts et ses certaines filles et augmenter ses profits. Son discours, c'est toujours le même. Il faut contrôler l'inflation, il faut la réduire, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et ces hausses ont en réalité provoqué ce qu'on sait maintenant être une récession. Le président Poutine veut le nier. Mais les Russes le savent, toutes les entreprises le savent. La Russie est actuellement en récession. Tout ça pour dire, en résumé, que la gouverneure de la Banque centrale, protégée par le président Poutine, va devoir soit être reconduite pour un mandat qui nécessiterait de changer la loi quand son mandat actuel prendra fin l'an prochain, soit être remplacée. Et en face, on a le ministre des Finances, on a le processus budgétaire, et derrière eux, toute une série de factions d'oligarques, dont beaucoup ne sont pas du tout satisfaits de la politique de taux d'intérêt. Il n'y a aucun doute là-dessus, et ils le disent haut et fort. Cependant, leur représentant, Alexandre Shokin, qui a été leur principal lobbyiste, a récemment été reconnu par le président Poutine comme le porte-parole officiel de l'ensemble du monde des affaires dans le pays. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une faction du monde économique, disons les grandes entreprises, pas les petites, qui se mobilisent contre la guerre. Simplement, ils ne le formulent pas comme ça. Ils se mobilisent autour de deux, disons, slogans nationaux. Réduire le déficit budgétaire et réduire l'inflation. Voilà leur mot d'ordre, d'accord? Quand on entend ces slogans, on voit en réalité cette faction, essentiellement dirigée par les oligarques, appelée à mettre fin à la guerre. C'est de là que vient le soutien du président Poutine à ce qu'on appelle la formule d'anchorage. Ce que je veux dire, c'est que quand le président Poutine, et c'est comme ça qu'il a toujours pris ses décisions tout au long de son mandat et de sa vie, quand il se retrouve face à des points de vue aussi fondamentalement opposés, disons d'un côté, le camp anti-guerre, celui du business as usual, pro-américain, qui vient d'un certain milieu économique et qui est soutenu au sein du gouvernement par la Banque centrale et le ministère des Finances. Quand il entend ce discours-là, il a tendance à vouloir suivre leur ligne. Mais quand il entend l'autre camp, Lavrov par exemple, qui s'exprime publiquement, même s'il n'est pas le décideur le plus puissant en matière de politique étrangère ou militaire, eh bien quand il parle ainsi, il reflète en réalité le consensus des services de renseignement, surtout celui de l'amiral Kostyukov, le chef du GRU, le renseignement militaire, mais aussi du FSB, du commandement militaire, de l'état-major général, du ministère de la Défense. Tout cela, avec Medvedev, Dmitri Medvedev, l'ancien président et porte-parole du Conseil de sécurité, forme le camp opposé. D'accord. Voilà la configuration des factions. Et le style de Poutine, depuis toujours en politique, c'est d'essayer de trouver un compromis, de maintenir un équilibre entre deux camps complètement opposés. Du coup, il prend des demi-mesures, la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Quand on fait ça, on peut souvent réussir politiquement, mais pas quand on mène une guerre aussi importante que celle d'Ukraine face à toutes les puissances de l'OTAN et des États-Unis. Ça veut dire que l'autre camp, le camp adverse, ne regarde pas les podcasts. Ils n'ont pas besoin de nous écouter. Ils ne nous écouteront pas. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils pensent que le président Poutine hésite, qu'il manque de décision, qu'il est faible. Et ils croient qu'en intensifiant le conflit, ils vont semer le chaos et la confusion dans l'opinion publique russe.
Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ils pensent qu'ils peuvent mener des attaques de drones purement symboliques sur Saint-Pétersbourg au moment où se tient la conférence internationale des affaires, pour montrer qu'ils ont la capacité de frapper loin à l'intérieur de la Russie. Ils pensent aussi qu'ils peuvent continuer la guerre indéfiniment si nécessaire. C'est leur lecture de la situation. L'indécision du président Poutine n'est pas vraiment de l'indécision. And trying to balance them during this election campaign. When you try to do that, as he's tried to do with the Ukraine since 2014, you get to the special military operation. When he tries to do that with Armenia over the weekend, the Americans say, we have the capacity. The Europeans say, we have the financial capacity to take Armenia. C'est ça, la crise de confiance. That's the crisis of confidence.